Bon, je crois que c'est bon, tout le monde sait que les IA de génération d'images ont atteint un niveau stratosphérique. Les gens confondent, on a du photoréalisme, on ne sait plus le réel, le faux. Vous avez peut-être également vu des images de génération de vidéos. Ça commence à arriver un peu doucement, ça se fait discret, mais vous avez peut-être vu des démonstrations à droite à gauche. Moi aussi, j'ai vu ces démonstrations depuis plusieurs mois, je suis ça de très très près. Et en fait, ça m'a donné des idées, parce que c'est beau de montrer des démos, des trucs faits par d'autres gens, etc. Mais il y a un moment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient tout ça, qui se disent « Ok, en fait, comment je transforme cette démo sexy de Twitter en quelque chose de réellement utile, genre pour moi ou pour ma boîte ?» C'est exactement la question que je me suis posée. Et je vais vous montrer un outil sur lequel je travaille depuis 2 semaines, que j'ai concocté, et je pense qu'il va rendre jaloux beaucoup de monde, y compris beaucoup de youtubeurs. Mais juste avant, un mot pour vous présenter l'offre VPS de notre sponsor Hostinger. Si vous avez besoin d'un serveur Linux qui tourne jour et nuit, vous avez sûrement regardé du côté des serveurs privés virtuels. Ils sont beaucoup plus performants que des petits serveurs mutualisés à des prix très abordables. Surtout chez Hostinger où la config est assez imbattable. Regardez, pour 6,49 € par mois, vous avez un CPU à 2 cœurs, 8 Go de RAM, 100 Go d'espace disque sur NVMe et 8 Tera de bande passante. Donc pour un WordPress, un serveur multimédia Plex ou un serveur Minecraft, vous êtes large. Surtout que vous aurez un réseau symétrique de 300 Mbps, des sauvegardes hebdomadaires gratuites, ce qui est assez rare, une protection anti-DDoS très solide et une IA spécialisée sur la doc d'Hostinger. Si vous n'êtes pas un expert Linux, c'est pratique. Et avec le code underscore, vous aurez encore 10% de réduction sur tous les plans de 12 mois ou plus. Lien en description et on reprend. D'abord, je vais vous montrer quelles sont les IA actuelles qui sont les plus intéressantes pour que vous fassiez un peu une idée de qu'est-ce qu'on peut atteindre comme niveau de qualité. Alors, la première boîte qui a beaucoup fait parler, elle s'appelle Runway. C'est celle, à mon avis, si vous avez vu passer des démos, c'est ça que vous avez vu. Donc, il y a eu la première génération, Gen 1, et la Gen 2 qui est arrivée à peu près cet été et qui a étonné tout le monde parce que le progrès qu'on a fait en 3 mois est juste hallucinant. Et je vais vous montrer, pour vous démontrer le potentiel, un trailer qui a été fait par un fan de Star Wars. Cette personne, toute seule depuis sa chambre, c'est extrêmement cliché cette phrase, mais c'est le cas, a imaginé son trailer de rêve pour un Star Wars. Et il l'a fait entièrement avec intelligence artificielle. Mais c'est fascinant. Vous avez peut-être remarqué, il y a quand même parfois... On voit qu'il y a des petits traits qui bougent. Il y a les sabres laser qui sont pas parfaits à un moment, mais bon. Mais c'est quand même. Ou alors super souvent les corps, c'est-à-dire que les très gros plans marchent bien, mais dès que tu as une personne en entier, souvent sa démarche elle est un peu étrange. Et donc c'est pour ça que lui, il joue avec ses limites en faisant énormément de plans saccadés. Et donc voilà, toutes les 4 secondes en rythme avec la musique, ça marche trop bien. Ça marche pour un trailer, quoi. Exactement. Alors ça, il faut se dire que quand même, il y a beaucoup de travail manuel, de sélection. C'est-à-dire qu'il va faire 10 générations avec Gen 2. Et même la manière dont marche ce générateur de vidéo, c'est que tu as un peu de contrôle sur ce qui se passe. Donc tu peux orienter la caméra, par exemple. Tu peux dire, ok, la caméra devrait faire un dézoom ou un zoom ou un droite ou un gauche. Ou alors tu peux sélectionner des zones où tu as un genre de pinceau et tu lui sélectionnes une zone et tu lui donnes une direction. Mais le problème, c'est que c'est manuel. Du coup, ça demande du travail manuel. Vous allez voir que pour mon problème, après, ça m'arrange pas. Il faut surtout se dire que ça, c'est quand même une sélection de très peu de générations sur énormément de tentatives. Si on regarde de manière plus réaliste, d'autres exemples qui sortent de Gen 2, ça ressemble plutôt à ça. Donc ça, c'est des compilations que j'ai trouvées sur YouTube, ça dure 45 minutes. Elles sont géniales. Et globalement, c'est plein d'exemples de vidéos qui sortent de Gen 2. Donc là, on voit du Einstein. Mais un peu mal à l'aise. Il y a toujours un petit côté creepy, hein. Moins qu'avant quand même. T'as quand même des trucs un peu bizarres parfois. Ça me fait plus creepy que... Ouais. Même parfois, c'est étrange. Mais globalement, ce qu'on peut voir, c'est que sur les animaux, ils galèrent un petit peu quand même. Wow. Et tu vois que parfois, il fait des hallucinations. Donc, c'est-à-dire qu'il a cru un moment que l'épaule, c'était une tête. Et du coup, il a créé une double tête, un genre de cerbère. Tout ça pour dire que globalement, c'est moyennement qualitatif. Et du coup, pour pallier à ça, notamment tout ce qui concerne les mouvements naturels d'animaux, il y a d'autres gens qui ont proposé des IA concurrentes. La dernière qui est sortie, elle s'appelle Lavi. Et en gros, les principales distinctions, c'est que là où pour Gen 2, etc., ça marche tout seul, t'as quasiment rien à dire. Là, tu vas devoir décrire le mouvement. En gros,
tu as accès à quelques options, comme toujours, hein, avec ces modèles-là. Tu vas pouvoir demander un certain nombre d'images par seconde. Donc, tu veux ton image, elle soit en 6 ou en 25 FPS. Et tu vas pouvoir mettre un prompt. Donc, décrire quelle action tu voudrais que ton panda il fasse, tu vois. Donc ici, un panda qui parle en mode selfie. Et donc, on imagine qu'une version ultra aboutie de ça permettrait de faire en sorte de lui faire des actions non prévisibles. Tu vois, par exemple, si tu veux qu'il se mette debout et qu'il danse la polka, eh ben, on imagine qu'il faudrait un système de prompt aussi que les IA dont je vous ai parlé avant n'ont pas. Donc, ce serait peut-être plutôt ça, en fait, l'IA du futur qui génère de la vidéo. Mais là la output, c'est une vidéo... Enfin, on dirait un GIF, là. On dirait un GIF. Ouais. Alors, pourquoi on dirait un GIF? C'est qu'il y a peu de frames en réalité qui sont produites. Ok. Ce que ne nous dit pas le Gen 2 Runway, là, c'est que en fait, ils font du post-processing pour tricher. C'est-à-dire que pour fluidifier le mouvement entre les frames. La plupart des générateurs de vidéos, en réalité, faut imaginer que c'est des générateurs d'images, type Midjourney compagnie, mais avec une dimension en plus. C'est-à-dire que plutôt que de simplement devoir générer une matrice de pixels, il faut imaginer une dimension supplémentaire où ils doivent imaginer le mouvement et faire de la prédiction de mouvement. Et donc ça veut dire que eux, dans leur training, ils doivent avaler des quantités et des quantités de petites vidéos qui font en général quelques secondes. On n'arrive pas à aller plus loin que ça, c'est déjà incroyable en vrai. Et du coup, il faut le voir c'est comme s'ils devaient apprendre un cube au lieu d'apprendre une matrice en fait. Ouais. Et donc, chaque image fait partie de la même génération. C'est pas juste qu'ils lancent Midjourney plein de fois d'affilée. Ça, on a vu pas mal de tentatives qui faisaient ça dans Stable Diffusion, mais ça marche pas très bien. Globalement, la cohérence, elle part totalement et ça fait des trucs psychédéliques. Donc là, la nouvelle approche, c'est de vraiment générer toute la séquence d'images en un seul coup, en fait. Et c'est ça qui donne de la cohérence dans les mouvements. Et c'est assez fascinant de voir que, suivant tel ou tel objet, il a capté, en fait, d'une certaine manière, comment ça bougeait. Par exemple, tu vois un humain, bon, c'est pas hyper bien fait, mais globalement, tu vois qu'il essaye de faire bouger les jambes, des trucs comme ça. Globalement, si tu vois une image, il a compris que cet ours, c'est plutôt sa tête qui bouge. Ou il a compris qu'un chien, en général, la queue derrière, elle a un mouvement de droite-gauche. Ouais. Là, qu'un nounours, il est un peu humanoïde et donc il doit avoir ses pieds qui avancent. Donc, tu vois, tu peux arriver à lire qu'est-ce que l'IA a compris en avalant toutes ces données. Le troisième modèle que je vais vous montrer, théoriquement, il est moins impressionnant que les autres. Et pourtant, c'est mon préféré. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Il s'appelle Stable Video Diffusion. Donc c'est la même boîte qui fait Stable Diffusion, qui ont sorti ça un peu après tout le monde. Et ce qui est très intéressant avec celui-là, c'est que comme souvent, Stability AI, ils font des trucs open source, donc que n'importe qui peut télécharger, et qui sont faits pour tourner sur du matériel d'utilisateur. Donc ils ne conçoivent pas leur modèle pour tourner sur des GPU A100 à 25 000 euros. C'est plutôt pour que ça tourne chez toi. Donc ça, c'est quand même une propriété intéressante. Et leur modèle, globalement, il est assez impressionnant parce qu'il a une très bonne consistance. Il va souvent faire moins de mouvements, c'est-à-dire que globalement, tu vas avoir 10 personnes, il va être moins inventif dans la manière dont elle pourrait se déplacer, ce sera plus uniforme. Mais si on regarde les exemples, vous allez voir que c'est très souvent réussi. C'est-à-dire qu'il y a besoin de moins de générations pour que ça fonctionne. Donc là, on voit une dame avec ses cheveux qui bougent. Tu vois, sur des scènes comme ça, il va en général... Enfin, il va pas t'inventer une éruption sur le volcan, tu vois. Un panoramique. Exactement. J'allais dire, ouais, elle allait pas bouger. Il te fait un panorama et il t'invente des droites-gauches. Souvent, c'est plus qu'un pan de la caméra. Il va y avoir de la parallaxe, tu vois, entre un premier plan et un second plan. Avec une personne, tu vois, elle a pas énormément bougé, la dame, mais c'était quand même relativement plausible. Ouais. Et en gros, le pattern qu'on peut observer, c'est que c'est pas genre hyper impressionnant, mais c'est cohérent. Et ça moi, ça m'intéresse. Oh, si, quand même, moi je trouve ça un peu impressionnant. Non, mais on est d'accord. Là, je la trouve vraiment réaliste. C'est très impressionnant. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est que il va pas t'inventer des trucs de fou. Ça va être subtil, mais plutôt très consistant. Ouais. Et donc ça, c'est très intéressant pour moi, parce qu'en gros, je préfère largement un truc qui marche bien tout le temps et qui n'est pas impressionnant, qu'un truc qui me sort une dinguerie une fois sur 100 en fait. Et le deuxième truc génial en fait de ce modèle, c'est que comme il est open source, il y a des gens qui l'ont déjà très très rapidement déployé sur des services en ligne à la demande. Pour faire simple, on peut l'automatiser comme des porcs. Et pour ça, j'ai utilisé un service qui s'appelle Replicate. Donc peut-être vous l'avez déjà vu passer en lançant un modèle au hasard, vous avez vu un nouveau modèle d'IA, d'image ou d'audio, et vous êtes arrivé sur une interface comme ça, où en gros vous avez le petit formulaire à gauche, la génération, etc. Et peut-être que comme moi, au début, vous vous êtes dit, ok, cool,
un logiciel pour générer des IA. Sauf qu'en fait, ce serait passé à côté de ce qui est dingue dans ce système. Pour comprendre, il faut se mettre dans la tête d'un développeur qui, aujourd'hui, là, voudrait utiliser toutes ces nouvelles IA super cool. Quand tu es développeur et que tu veux faire des inférences sur des gros modèles d'IA qui tournent sur des GPU, en gros, tu as le choix entre déployer ta propre infra, donc ton data center ou ton ordi chez toi avec un GPU qui tourne H24 et qui te coûte 400 balles par mois d'électricité. J'allais dire, c'est cher. Exactement. Ou deuxièmement, louer une infrastructure, donc par exemple un serveur unique avec un GPU au mois. Pour vous donner un ordre d'idée, un serveur que tu dois louer au mois, ça va coûter très facilement dans les 200, 300, 400 euros pour des petits GPU pas extrêmement puissants. Donc ça va vraiment très très vite. Et ça part du principe que tu en aurais besoin tout le temps non-stop. Or, la plupart des développeurs, et nous par exemple, ce dont on a besoin, c'est plutôt quelques heures de temps en temps de faire tourner une inférence juste le temps qu'il faut. Et après, je veux plus payer quoi. Ça a un nom pour les développeurs, tu me dis si je me trompe, mais ça s'appelle le serverless. C'est le fait que tu possèdes pas vraiment ton ordinateur, ton infrastructure, mais tu payes vraiment à la minute à l'exécution de ta fonction. Ça existe depuis longtemps sur des ordi normaux, mais ça n'existait pas du tout sur les GPU, jusqu'à ce que quelques acteurs pas très connus arrivent, notamment Replicate. En réalité, le site de Replicate, là, avec sa jolie interface, c'est même pas le plus intéressant dans leur service, parce que c'est un des tout premiers sites de GPU serverless. Et ça, ce que ça ouvre comme possibilité, c'est que tu peux imaginer des algos qui ne tournent pas en local sur ta machine, mais qui sont entièrement dans le cloud. Et tu peux avoir à la fois 200 inférences en parallèle, donc générer 200 images en même temps, et ne payer juste ce dont tu as besoin. Et après, toutes les instances, toutes les machines sont rendues à d'autres. Et ça, c'est quand même magique, surtout pour ce dont moi j'ai besoin juste après. Un des trucs que j'aime bien utiliser pour faire des automatisations dans la boîte, ça s'appelle N8N. C'est une interface du coup d'automatisation. Techniquement, c'est comme de la programmation, mais en nodal. Vous avez des petits nœuds comme ça qui font des chargements et vous pouvez imaginer des algorithmes complets, mais juste sans coder, ou quasiment. Yes. Exactement. C'est un Zapier-like un peu que tu peux héberger. Que tu peux héberger exactement chez toi Zapier, ça... et qui va coûter beaucoup, beaucoup moins cher qu'un Zapier en général. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que il n'y a pas de nœud pour Replicate. Ça, c'est chiant. Du coup, j'ai dû développer un nouveau node pour N8N. Tu l'as fait? Ouais, du coup, je l'ai fait. C'est incroyable parce que déjà, le fait que N8N soit open source, ça permet comme ça de développer tes propres briques dont tu n'avais pas besoin. Et là, juste en un week-end, en fait, grâce à ça, je me suis créé le petit node qui permet de faire tourner n'importe quel IA de Replicate, qui est un site collaboratif. Du coup, grâce à ça, j'ai pu utiliser Replicate dans N8N. Un des problèmes que vous avez vu avec ces modèles qui est flagrant et qui empêche le fait qu'on puisse vraiment l'utiliser nous pour des vidéos ou à grande échelle, c'est que comme tu l'as vu, il y a peu d'images. Donc ça fait des gifs, c'est pas très beau, tu te dis non, il n'y a rien à en faire. En fait, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est un système qui permet d'augmenter la résolution de tout ça et de créer des images supplémentaires au milieu, tu vois. C'est dommage, hein. Ah, ce serait bien si ça existait. Ça existe. Ça s'appelle Topaz Video AI et c'est littéralement de la magie. Si vous n'avez jamais utilisé ce logiciel, ça tourne en local. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de truc à payer très très cher. Il faut en général une carte Nvidia pour que ça tourne très bien sur un PC gamer, par exemple. Et concrètement, vous allez pouvoir faire de l'upscaling de vidéos. Et donc, ce logiciel magique permet non seulement d'augmenter la résolution, mais aussi de créer des images. Peut-être vous avez déjà essayé de prendre une vidéo et de la ralentir. Genre, je sais pas, vous avez filmé quelqu'un de votre famille et vous avez dit « Et si je faisais un slow motion de ce superbe saut à ski ?» tu vois. Et là, c'est le moment où tu te rends compte que la vidéo, ça marche pas comme ça. La vidéo, ta caméra, elle prend un certain nombre d'images. Et si tu la ralentis trop, ça devient dégueulasse. Ouais. Par exemple, tu prends quelqu'un qui saute, et il va avoir, pas moi, 25 images dans la seconde. Si tu essayes de la ralentir, ça devient imbuvable. Mais, avec ceci, il se passe de la magie. Concrètement, ta vidéo normale, tu peux la transformer en ultra slow motion. Je ne rigole même pas, ça marche hyper bien. Ouais. Je parle des mouvements et une résolution qui sont décuplés comme ça, et ça demande juste de la puissance de calcul. C'est extrêmement coûteux en performance. Pour vous donner un ordre d'idée, une vidéo comme Underscore, pour la passer de 1080-30 à 4K 60, ça prend 10 heures, à peu près. Ah ouais, et ça coûte Et donc, combien? Tout dépend sur quelle machine tu l'as fait tourner. Si tu l'as fait tourner sur ta machine, ça peut coûter pas grand-chose, tu vois, 10 heures à 700 watts.
Bon, voilà, c'est peut-être 2 euros, j'en sais rien. Ok. Mais globalement, c'est très très raisonnable. Par contre, si tu le mets dans le cloud, ça commence à devenir très très cher. Yes. Vous l'avez compris, en gros, c'est très très long parce que c'est 2-3 frames par seconde de faire tout ce processing-là. Mais pourtant, ça marche bien. Moi, j'ai essayé du coup en utilisant la sortie d'une IA de génération de vidéos, en la mettant dans Topaz. Ça marche extrêmement bien. Vous allez très bientôt voir le résultat. Le problème, c'est que c'est long, c'est chiant. Il faut 3 logiciels. Globalement, je sais que les monteurs ne vont jamais utiliser. En fait, c'est beaucoup, beaucoup trop lourd comme système. Ce qu'il faudrait, c'est un truc complètement automatisé. Mais il l'a fait. Du début à la fin. Et c'est exactement ce que j'ai essayé de faire. Donc, si vous voyez à quoi ressemble l'algorithme dans N8N, vous allez voir, on va dézoomer un peu. Vous avez vu pour l'instant quelques petites briques. En réalité, il est un petit peu plus compliqué que ça. C'est globalement un des workflows, comme ils appellent ça, les plus compliqués que j'ai jamais eu à faire. Ça n'utilise qu'une seule brique à un endroit, c'est celle de Replicate. Tout le reste, en réalité, de ce que vous allez voir, c'est de la gestion de queue, justement, pour avoir un système de file d'attente où les vidéos sont générées une par une. Et globalement, tout ça, c'est un système pour avoir une file d'attente qui prend une par une chaque image en entrée, qui va générer une vidéo, qui va démarrer un serveur dans le cloud avec un GPU, qui va faire l'upscaling automatiquement, qui va le mettre en sortie dans notre logiciel de traitement de rush qui s'appelle Frame.io et qui va éteindre l'ordi. Et en gros, tout ça est géré de manière intelligente où en fait l'ordinateur il s'allume uniquement quand il a des générations à faire et hop, il s'éteint dès qu'il a fini. Avec des petites marges de sécurité. Concrètement, à quoi ressemble l'outil? Parce que là, vous avez vu un truc nodal horrible. Les monteurs, eux, ils n'utilisent pas ça. Ce qu'ils utilisent, c'est du coup un logiciel qui s'appelle Frame.io. Concrètement, c'est comme un Google Drive, mais avec des vitesses d'upload et de download qui sont multipliées par 20. C'est beaucoup plus adapté à la vidéo. Chez nous, ça ressemble à ça. Donc concrètement, on a un petit dossier qui s'appelle VideoGen. Et dedans, n'importe qui dans l'équipe peut drag and drop une image, comme ça. Donc là, prends une image dans les téléchargements. Je la mets dans le folder, qui a une petite icône magique en haut, et c'est tout. Il vient de rentrer dans la file d'attente. À partir de ce moment-là, il va être généré. Ça va pouvoir prendre des minutes, mais moi, je me barre. Tu vois. J'ai plus besoin de suivre le truc, et je peux en mettre 50 comme ça. J'ai pas à intervenir. Ça, c'est quand même de la magie. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une démonstration. À quel point c'est génial. Pour ça, j'ai demandé à ChatGPT de m'inventer une histoire. Ne me demandez pas pourquoi. C'est une histoire qui parle de hacker et de roller. De roller. Oui. Il se trouve qu'en ce moment, je me suis mis au roller. C'est vrai? Ok. Et du coup, je vous ai imaginé une petite histoire. Donc voilà, là, il a imaginé des scènes dans la rue, une confrontation finale entre le méchant, un hackathon, enfin bref, plein de scènes parce que j'avais pas trop d'idées en fait. Et après, je lui ai demandé de générer 15 prompts pour DALL-E, qui est le système intégré. Et là, il y a un truc très précis, c'est que je lui demande un background et un foreground très distincts. Je lui demande un premier plan et un arrière-plan vraiment différents. Pourquoi je demande ça? Parce que ces outils de génération comme Stable Video Diffusion, ils marchent vachement mieux si la scène est claire à comprendre en gros. Et du coup, dès le prompt, j'essaie de l'orienter pour qu'il me génère des images qui seront faciles à gérer ensuite. Et du coup, après, il m'a généré 15 prompts. Ensuite, je lui ai demandé tout simplement de les générer. Voilà, une par une. Voilà, ça c'est une première image où le hacker est dans son labo. Une deuxième image. Elle est trop belle. Très stylé. Hacker à roulette, c'est pas mal. Hein, ça, c'est... Celle-là, on peut l'afficher au bureau. Tu sais que tout ça... En hommage de cette chronique. Tout ça, c'est des générations... J'ai généré une à chaque fois. Hein. C'est pas une sélection. One shot. Voilà, donc Elles ça... sont toutes très classes. C'est le gang des méchants. Ah ouais. Là, c'est... Putain, DALL-E, c'est devenu stylé. Hein. T'as vu ça? J'avoue, par habitude, j'utilise plus mid-journée. Mais DALL-E... Non, mais c'est devenu vraiment très bien. Surtout, ils sont meilleurs maintenant en compréhension du prompt. Ouais. Donc, le fait de te créer la scène que tu veux. Et voilà, et ça, c'est la fin de... Non, là, il est en train de démonter le truc du méchant. Là, c'est le lab. Celle-là, elle est belle aussi. Pas mal, hein. Alors ça, je l'aimais pas trop, du coup, je l'ai refait. C'est le CEO qui annonce des mauvaises nouvelles à la fin de l'histoire. Alors, en fait, c'est des index, hein. J'ai vérifié. Ah ouais, mais alors... Nous, on n'a pas vu ça tout de suite. Mais de loin, elle est pas mal, clairement. Donc ça, ce sont mes images pour commencer. Vous avez bien vu que tout ça était statique, évidemment. Donc c'est un peu, voilà, moi, si je veux l'utiliser pour ma vidéo où je suis en train de raconter l'histoire d'un hacker célèbre qui avait des patins à roulettes, eh ben c'est un peu dommage, il n'y a pas grand-chose. Donc j'ai mis tout ça dans mon système. Donc en gros, ça a pris à peu près une demi-heure. Ouais. Donc c'est pas rien, mais l'avantage c'est que j'ai pas eu à être derrière à m'en occuper, tu vois. Donc je suis revenu 30 minutes plus tard, j'ai téléchargé tous mes rushs,
je les ai mis à la suite et voilà. Dans l'écho des rues urbaines, une silhouette glisse. Insaisissable. Hacker sur roulette, il défie l'impossible. Entre les tours d'une multinationale, ligne de code et adrénaline tracent un récit mystérieux. Une quête où l'audace devient art, où la technologie dévoile ses secrets. Une histoire envoûtante. Entre ombre et lumière. Où se dessine le destin d'un hacker insaisissable. Mais je suis refait. En fait, c'est trop bien parce que En vrai, c'est très cool, j'ai ouais. pas eu le temps de voir les résultats. Ce qui me choque le plus, c'est le taux de réussite. C'est-à-dire que Ouais. dans les essais que je faisais, j'ai mis beaucoup de temps en fait à trouver les bons paramètres à ajuster parce que là, comme vous l'avez vu, c'est hyper fluide, c'est des longs plans, ça dure 5 secondes. Alors que ce qui sort de mon modèle d'IA, c'est uniquement 25 frames. Et du coup, j'ai mis beaucoup de temps à trouver, ok, est-ce qu'il vaut mieux générer 5 secondes à 6 FPS ou 1 seconde à 25 et après le slow motion vaut mieux faire du slow-mo x2, x3, x4. Bref, j'ai pris beaucoup de temps à fine-tuner tout ça et je suis trop content parce que vraiment le résultat là, Ouais, c'est genre 80% de réussite quoi. Donc Mais du coup, combien de temps ça t'a pris pour fine-tuner tout ça à peu près là? quelques jours en gros. Ouais, j'ai Ok. fait pas mal de générations, j'ai testé pas mal de trucs et globalement quelques jours. Par contre là sur la partie prompt qui peut être améliorée aussi pour avoir un style un peu consistant, etc., qui soit un peu toujours le même. J'ai passé 5 minutes, enfin vraiment, c'est la seule conversation que vous avez vue avec ChatGPT. Mais je suis sûr qu'on peut aller encore plus loin. Notamment, j'ai des idées où là, on passerait vraiment à un niveau de mindfuck, mais supplémentaire. Parce que là, toute l'interaction que j'ai eue avec ChatGPT pour générer l'histoire, les prompts, etc., quand on y pense, ça s'automatise en vrai. J'ai rien fait d'incroyable, quoi. J'ai lui demandé de générer des prompts à l'appel, quelques questions un peu ciblées, mais en fait, ça, maintenant, c'est une brique. J'ai une brique qui me fait image, tout, vidéo de 5 secondes qualitative avec haute fréquence. Maintenant, on peut la coller avec d'autres trucs. Par exemple, imaginons un système qui lirait une vidéo que je viens de tourner, qui lit le script en entier, après qui la découpe en chapitres logiques, après qui prend chaque chapitre et qui imagine, je sais pas moi, des scènes voilà, qui illustreraient de différentes manières la plus sympa possible et visuelle ce qui est raconté dans la vidéo. Et hop, après, la brique qui automatiquement va transformer ces générations d'images en générations de vidéos. Ça va prendre probablement 24 heures sur toute une vidéo parce que c'est très très long. Mais c'est pas grave, le truc est fait pour marcher tout seul. Et du coup, il reste du montage. Hein. Encore une fois, c'est pas parfait du tout. Il y a une génération sur deux qui en général est pas terrible. Mais globalement, ce que ça fait, c'est que tu commences ton montage, t'as déjà genre 50 assets, 50 vidéos ultra contextuelles, pile dans le style qui te va à toi. Donc peut-être tu veux du noir et blanc, peut-être tu veux du format dessin animé ou ultra réaliste ou avec tes couleurs à toi, de ta boîte. Et tu peux avoir 50 vidéos comme ça, qualitatives, pile en lien avec ta vidéo, qui te sont générées avant même que tu aies commencé à monter, quoi. T'as pas encore travaillé, t'as rien fait. Bon, ça t'a coûté quelques euros en génération. Justement, ça coûte combien genre là, ce que tu as fait par exemple, tu sais combien ça te coûte sur Replicate? Une vidéo, ça coûte à peu près 10 centimes, à mon avis. Ah, donc c'est ça, rien. C'est pas beaucoup, en vrai. Ouais. Genre 10 centimes, c'est pas beaucoup. Ouais, c'est... là, je parle d'une vidéo de 5 secondes, hein. Donc tu as un plan. Ah oui, d'accord, c'est la c'est totalité ça. de... Pardon. Donc là, il y en avait 10, Il y en avait Là, il y a une quinzaine, ouais, c'est ça. Donc là, en gros, j'ai à peu près payé 1,50 €. 1,50 €, c'est ça. Franchement, il y a moyen que ça baisse encore, etc. Mais moi, je les paye tous les jours. Ouais. Du coup, en fait, maintenant, dès qu'on va avoir des illustrations, mais pas forcément sur les vidéos que de Underscore, mais n'importe quoi sur YouTube, ça va très potentiellement être généré Il y a des chances. ce genre de techno Il y a maintenant. des chances que dans le futur, ça arrive petit à petit. Yes. Ce qui est sûr, c'est que dans les... Voilà, ça arrive déjà un peu. En tout cas, nous, on va l'essayer sur les prochaines vidéos VOD d'Underscore. Vous nous direz ce que vous en pensez, tout simplement. Si vous avez aimé cette démo, je vous conseille vivement d'aller voir cette vidéo où je vous présentais les annonces qui ont été un peu passées sous silence de la conférence très récente de OpenAI. C'était dans cette vidéo.